messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission quotidienne. On remue l'actu de ce 1er novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Excellent début de mois. Voilà, excellent début de mois à tous. C'est le mois de novembre. Et joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois. Bienvenue une fois de plus sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission On remue l'actu. Le sujet du jour nous conduit au Niger, que cache la nouvelle aide budgétaire de Paris. On en parlera de Paris à Niamey. On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, M. Numbisi Wafo. On aura également la vie de Kwechu, de Koumabité. On aura l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour et peut-être, si le temps nous le permet, on aura le buzz du jour. Bonjour Koumabité. Bonjour Emma-Mouto, bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont toujours des milliers à s'abonner tous les jours. Bonjour au Cameroun, bonjour à l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission. Il s'agit bien évidemment, on remue l'actualité. On va remuer l'actualité avec vous tout au long de cette émission Emma-Mouto. Effectivement, bonjour Kwechu. Bonjour Moto, bonjour Koumabité, bonjour bien sûr à nos nombreux téléspectateurs. On n'oublie pas de saluer également tous ceux qui sont nos auditeurs et qui, au travers donc de leur poste radio, arrivent à nous écouter tous les matins et prennent un plaisir à le faire. Autant vous prenez le plaisir à nous écouter, autant nous également, on prend plaisir à être des vôtres tous les matins. Et c'est le même plaisir qu'on a aujourd'hui de vous retrouver donc pour ce nouveau mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Et il va sans dire qu'aujourd'hui encore, on aura à remuer l'actualité, bien sûr. La fin d'année. Voilà. Il s'agit de la fin d'année. Voilà, oui. La fin d'année qui frappe à la porte. Frappe à la porte. À grands pas. À grands pas, très Voilà. très grands pas en fait. Déjà novembre, et bientôt fin novembre, et décembre. bientôt la fin d'année. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour nous conduit au Niger, je vous l'ai dit tout à l'heure, que cache la nouvelle aide budgétaire de Paris à Niamey. Eh bien, le Trésor français a validé une nouvelle aide budgétaire de 15 millions d'euros en faveur de Niamey. Dans le même temps, Paris conforte sa présence militaire dans le pays, objet d'attaque de plusieurs organisations de la société civile. 15 millions d'euros, c'est le montant de l'aide budgétaire qui devrait prochainement être décaissé par Paris en faveur de Niamey, une enveloppe qui doit permettre de soutenir l'État nigérien confronté à une inflation galopante. Pour autant, l'économie du pays se montre globalement résiliente avec un taux de croissance chiffré à 6,7% en 2022 et plus de 7% en 2023, selon les projections du Fonds monétaire international. Cet appui budgétaire français vient surtout un peu plus conforter le soutien de Paris au chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum. De passage à Paris, ce dernier avait discrètement dîné avec Emmanuel Macron à l'Élysée le 15 septembre 2022, un dîner qui s'était tenu en petit comité. Le président français était entouré de son conseiller Afrique Franc-Paris ainsi que du désormais ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Preuve de la fluidité sur l'axe Paris-Niamey, les lettres de créance du diplomate ont été acceptées en moins de 10 jours par la présidence nigérienne, là où certaines capitales de l'Afrique de l'Ouest font actuellement volontairement traîner en longueur le processus d'accréditation des ambassadeurs français. Crispation de la société civile à Niamey, Paris est toutefois dans une position délicate alors qu'une partie de la société civile se mobilise contre la présence militaire française. Après une première manifestation anti-Barkhane organisée le 21 septembre, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement avait prévu un second rassemblement le 8 octobre à Niamey et Tillabéri dans le nord-ouest. Elles ont été interdites par le député maire de Niamey, Oumarou Dogari, et par le gouverneur de Tillabéri, Yaye Aruna. Cet activisme de la société civile irrite à Paris. Mi-octobre, la France a annulé le visa du militant et coordonnateur du Niger de Tournon, la page Maïkoul Zodi, très critiquée sur la présence tricolore dans le pays.
Outre la société civile, une partie de la classe politique nigérienne est également active sur le sujet de la présence française, devenue après le retrait de Hama Amadou et Mahaman Ousmane de la scène politique nationale, l'opposant le plus en vue au président Bazoum Omar Hamidou Tiana, député national et président du parti Amen Amin, multiplie les coups de menton contre l'armée française. Opération déminage, le nouvel ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a rencontré par 2 fois à Paris en août et septembre le Conseil des Nigériens en France pour établir une parcelle avec la diaspora nigérienne. Les discussions ont porté sur la perception de la présence militaire française au Niger, les perspectives de coopération entre les 2 pays sur la base des enseignements tirés de son engagement militaire au Mali. La France développe au Niger un nouveau paradigme qui s'appuie sur une présence moins visible et un partenariat de combat avec les forces armées nigériennes dans lequel les forces françaises sont placées sous le commandement du général nigérien Mohamed Toumba, commandant de l'opération Al-Marou. Environ 300 soldats du régime de travailleurs d'Épinal à l'est de la France devraient arriver en fin octobre pour 4 mois dans la partie nigérienne de la zone des 3 frontières Burkina Faso, Mali, Niger, épicentre des activités du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et de l'État islamique au Grand Sahara sur le mur de Samira Sabo. Voilà, mesdames, messieurs, tout au long de cette émission, nous allons débattre sur ce sujet-là. On aura également l'avis de notre consultant permanent, monsieur Numbisi Wafo. Vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez également réagir à cette thématique sur notre page Facebook For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, Komabité aura le plaisir de lire tous vos différents messages apparus durant toute l'émission. Je me retourne vers vous, Komabité, Paris qui vient en aide à Niamey. Est-ce que pour vous, cette aide-là, est-ce qu'elle est vraiment sincère ou alors que cache-t-elle réellement? Et Mamoto, Paris qui décide d'apporter un soutien au une aide Niger. Budgétaire. Oui, une aide budgétaire, c'est-à-dire un soutien dans l'économie du Niger, du Niger, voilà, oui. Autant pour moi. Que cache cette aide? La question que j'aimerais d'abord poser à nos chers téléspectateurs, c'est de comprendre en réalité pourquoi est-ce que Paris, qui vit dans une précarité depuis un certain temps, décide d'apporter une aide financière au Niger. Ça, c'est déjà la première question. C'est-à-dire qu'il faut comprendre simplement que depuis que Barkhane est parti du Mali, depuis que Barkhane est parti de l'Afrique de l'Est, notamment de l'Ouest, notamment au Mali, on a constaté que le seul pays qui a pu conserver l'armée française, c'est notamment le Niger. Et ça veut simplement dire que le Niger et la France ont encore des relations, des relations à un moment donné diplomatiques qui sont encore valides jusqu'à aujourd'hui. Puisque si la France décide de donner un tel montant au Niger, c'est pas anodin de toutes les façons. On sait très bien ce qui se cache derrière. On sait très bien que cette aide-là, les Nigériens vont rembourser ça pratiquement au centuple, parce que on ne peut pas, un pays qui vit dans la précarité depuis un certain temps, parce que vous savez, la France, depuis que la France a perdu ses forces au niveau du Mali, bref, en Afrique de l'Ouest, et également aussi en Afrique centrale, parce qu'il y a d'autres pays, comme en Afrique centrale, où la France n'exerce plus son autorité, on a constaté que le coût de vie de ce côté-là, vraiment, est très difficile. Mais comment donc un pays qui est en train de souffrir décide, au lieu de prendre cet argent et concentrer ou alors verser cet argent dans l'économie du pays, décide de prendre cet argent et investir dans un autre pays? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de voir là que c'est simplement une manipulation. C'est-à-dire, c'est un peu, en fait, ce sont les affaires. C'est-à-dire que je mise gros parce que je vais gagner gros. Parce que derrière, la France est en train...
pas sincère. Elle n'est pas sincère du tout. Du tout. Mais c'est visible que cette terre n'est pas sincère. Pourquoi aujourd'hui la France décide de donner de l'argent au Niger alors que la France est même en train de souffrir? Parce que ce qu'on ne dit pas au su de tout le monde, c'est que présentement en France, les Français actuellement sont en train de vivre dans la précarité. Il y a des Français là qui n'arrivent même plus, qui vivent au seuil de moins de 1000 euros par mois. Donc, mais pourquoi donc ne pas prendre cet argent et reverser? C'est-à-dire, et subventionner ces Français-là qui sont en train de souffrir après le Covid-19. L'économie de la France quand même a chuté, parce que là il faut le dire, hein. Mais la France va se placer en bon samaritain et décide d'aller soutenir le Niger. Et en plus, le Fonds monétaire international nous parle ici d'un pourcentage d'environ 6,7% de hausse en 2022 et 7% en 2023. On se pose donc les questions de savoir, mais à quoi cet argent va servir? Parce que, oui, le Niger, on va nous dire que le Niger est dans une situation un peu plus difficile parce qu'ils sont en train de lutter contre les terroristes de ce côté-là, dans le nord du pays. Oui, c'est vrai, on va l'accepter. Mais en réalité, moi, je pense que l'Afrique en elle-même devrait d'abord s'affirmer. C'est-à-dire que si le Niger est dans une situation difficile, ou alors si les pays de l'Afrique de l'Ouest sont dans des situations difficiles, pourquoi ne pas causer avec, pourquoi ne pas discuter, mettre cela sur la table avec d'autres présidents africains et trouver des solutions pour pouvoir résoudre la crise de ce côté-là. Moi, je trouve que les problèmes de l'Afrique doivent rester en Afrique. On n'a plus besoin, ou alors on n'a plus besoin de cette aide-là, de l'aide de la France, ou alors de notre pays en Occident pour pouvoir venir dire en réalité qu'on a besoin, il faut absolument qu'on nous aide. Non, loin de là, que la France arrête un peu ses micmacs parce qu'on connaît déjà où est-ce que ce pays est en train d'aller, on connaît déjà où le pays est en train d'aller et on connaît ce que le pays recherche. On sait simplement que le pays la France est en train de vouloir continuer à piller les ressources peut-être du Niger ou alors les ressources des autres pays, mais en injectant plus d'argent. Parce que quand on injecte plus d'argent, 14 millions d'euros, ce n'est pas quand même une petite somme. C'est pas quand même une petite somme en francs CFA. Donc, ce n'est pas à négliger, mais il faut simplement que le gouvernement nigérian essaye essaye d'observer, essaye de regarder un peu cela dans le côté un peu plus géopolitique et essayer de voir dans quelle mesure utiliser donc cet avantage-là. Merci Koumabité. Kouetu, officiellement, ce montant est censé permettre au Niger de faire face à l'inflation. En contrepartie, Paris devait renforcer sa présence militaire au Niger. Est-ce que cet échange vous paraît-il équitable? Alors, ça n'a pas été clairement défini, hein, le fait que cet argent ait été donné à condition sine qua non de ce qu'il fallait désormais renforcer les forces militaires. Donc, les choses se sont imbriquées assez naturellement, mais on comprend effectivement qu'en toile de fond, de cette aide budgétaire de 15 millions d'euros, on est quand même dans les 60 000 milliards de francs CFA approximativement. Donc, une somme assez conséquente qui, pour beaucoup d'analystes politiques, est simplement considérée comme une espèce de récompense d'Emmanuel Macron, donc de la France, à l'endroit de Mohamed Bazoum, le président nigérien, pour son soutien indéfectible à l'endroit du président français et de la France, à l'heure même où le pays est en train de perdre en influence dans son ancien précaré en Afrique de l'Ouest et même encore le spectre est plus lâche. Donc, c'est simplement celui des enfants qui est le plus assujetti à la France qui tend à être récompensé de quelques miettes finalement pour son soutien. Alors au Mali ça va pas, au Burkina Faso encore moins, et même à Niamey, au Niger, il faut le dire, hein, l'attitude de Mohamed Bazoum est assez critiquée parce que c'est un mépris total à l'endroit de la société civile nigérienne, qui quand même, après le débarquement de Barkhane au Mali, a posé valise au Niger, et la population est sortie dans les rues. Question quand même de dire au gouvernement en place, nous on n'en veut pas. On les a bottés d'un coup de pied au derrière. Nous, on n'en a pas besoin. Nous également, on n'en a pas besoin. Mais
malgré ces coups de force de la population nigérienne et même d'une partie de la classe politique nigérienne, Mohamed Bazoum continue de nouer des liens d'affinité, mais alors très forts avec Emmanuel Macron. Sa dernière visite en France, à l'Élysée, c'était en septembre dernier, une visite à huis clos, dont on a simplement constaté finalement les effets quelques mois, disons quelques semaines après, avec c'est qui, Atié, je pense, le nouvel ambassadeur qui a été donc directement nommé à Niamey. Alors comment comprendre qu'il y a un sentiment anti-français qui gagne du terrain et que du côté du Niamey, on essaye de nager à contre-courant en renforçant par contre ses relations d'amitié avec la France. Simplement, le président nigérien est considéré aujourd'hui pour certains et à juste titre comme une espèce de vestige de la France-Afrique. Tout le monde n'en veut plus, mais lui, il joue le président apeuré du départ de la France parce que après la prise de pouvoir du côté du Mali, du pouvoir militaire d'Assimi Goïta. On a vu une sortie quelques mois après de Mohamed Bazoum qui craignait de ce que la situation sécuritaire devait aller en s'aggravant du côté du Mali. Il a profité par la même occasion pour critiquer et simplement descendre un peu plus les Wagner russes, les Wagner russes qui pourtant ont le soutien de beaucoup de pays africains aujourd'hui qui entendent plutôt resserrer les liens avec les rapports diplomatiques avec la Russie et donc ces Wagner pour assurer un peu la sécurité vers leurs frontières. Alors, il y a la zone des trois frontières aujourd'hui et le G5 Sahel qui a connu le départ du Mali et une fois le départ du Mali et le débarquement de Barkhane, ce même Mohamed Bazoum a fait une sortie prétendant que le G5 Sahel était mort et qu'il voyait une catastrophe, un cataclysme, preuve encore de ce qu'il ne fait pas confiance finalement à ses voisins et finalement à l'Afrique globalement, à sa capacité à pouvoir gérer elle-même ses conflits sans avoir le soutien de ces pays occidentaux et particulièrement de la France. Donc, aujourd'hui, voilà, pour son soutien, à l'heure où tout le monde lâche la France, lui, il continue de resserrer les liens et finalement, il est récompensé pour cela. Mais d'ailleurs, vous le faisiez savoir, Moto, les chiffres pour autant ne sont pas favorables, on va dire, dans l'économie nigérienne. Donc, c'est simplement une goutte d'eau à la mer parce qu'on le sait, finalement, pour impulser un changement ou alors une nouvelle donne économiquement, il faut déjà avoir le contrôle sur la chose politique pour pouvoir redéfinir les choses et faire développer le secteur. Tant qu'il faudra attendre des petites mains, je crois que c'est en Afrique qu'on dit qu'au lieu d'apprendre à quelqu'un, au lieu de donner du poisson, voilà un de ceux qui ont décidé de continuer à prendre du poisson du côté de la France au lieu de chercher à pêcher. Moi, je voulais ajouter un peu de l'eau à votre moulin, c'est que en réalité, la France pense qu'elle est en train de jouer un jeu très stratégique qui pense qu'on ne peut pas comprendre. En fait, vous savez, pour mieux atteindre son adversaire, il faut lui montrer à un moment donné les bras. C'est-à-dire quoi par là? Ça veut simplement dire que j'ai investi chez vous, et quand j'ai investi chez vous, ça veut dire que j'ai la possibilité de vous contrôler. Et c'est ce que la France est en train de faire. Après, ils ont renforcé les forces militaires. Voilà. En donnant l'impression, non, l'argent c'était pas pour ça. Non, l'argent c'était pas pour ça. Mais tu permets quand même que je renforce un peu. Non, cet argent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire. Après avoir reçu le pactole, tu diras pas non. Voilà. Mais non, par rapport à mon armée là, il faut que j'ajoute encore même. Non, ça n'a rien du tout, rien du tout. Il faut le contrôle. Voilà, justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai comme impression, j'ai comme impression que le président nigérien est en train de se mêler les pédales à un moment donné, parce que il s'agit quand même de la souveraineté d'un pays. Et si déjà l'opposition qui est contre lui, de même que la société civile, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que lui, il est là pour ses intérêts. Vous ne pouvez pas recevoir de l'argent des étrangers, encore plus que ces personnes-là que le peuple refuse.
Mais vous avez la possibilité, ou alors vous faites quand même l'effort. Plusieurs pays voisins. Bien sûr, mais vous avez quand même, vous faites quand même la manière d'accepter cet argent-là. À un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je voulais finir par là pour chuter. C'était pour dire que, en fait, comment comprendre que la France aujourd'hui, qui n'arrive pas comme j'ai dit tantôt, à subventionner la population, c'est-à-dire l'économie française elle-même, mais prendre de l'argent et donne au Nigeria, au Niger, c'est compliqué. À un moment donné, c'est même inexplicable. Vous ne pouvez pas avoir faim et puis quand même vous finissez de faire la cuisine au lieu de manger. Vous prenez. Dépense, c'est un investissement. C'est un investissement pour davantage ou alors exploiter d'autres qui seront. C'est un investissement. De toutes les façons, attendons simplement. Bon, on a parlé, on a dit tout à l'heure là que on vous donne un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec l'armée. Donc du coup, vous recevez de l'argent et après on ajoute simplement même 10 soldats encore et puis bon, ça n'a rien à voir en fait. Vous faites pas une couverture. Bah oui, seulement un an au après, pouvoir, Mohamed Bazoum, on craint finalement la suite des hostilités. Je suis pas très sûr que ça va. Il est au tout début de son mandat. Je suis pas sûr. Il y a déjà des soulèvements populaires, il y a une partie de l'opposition qui dit non, qui fait blocus, mais il botte en touche tout cela. L'on craint finalement la suite de son mandat à la tête du Niger. Effectivement, merci Koumabité, merci également à toi. Kwechu, on aura l'avis de notre consultant, M. Noubissi Wafo, tout à l'heure, mais avant, on s'intéresse à l'info du jour. C'est avec vous, Koumabité. Eh bien, sans transition, l'info du jour de ce matin nous conduit en Centrafrique, où le premier verdict du CPS, donc qualifié d'historique. Que signifie donc CPS selon vous? CPS, c'est la Cour spéciale, Cour pénale spéciale, voilà, qui a été donc de ce côté-là une décision historique. C'est ainsi que certains Centrafricains qualifient donc le premier verdict de la Cour pénale spéciale. Elle a condamné donc lundi 3 membres d'un groupe armé à lourde peine. Le ministre centrafricain donc de la justice et l'avocat d'une association des victimes saluent donc ce verdict. C'est un rendez-vous historique pour la République centrafricaine et pour les victimes, a déclaré donc Arnaud Djoubaé donc à Barzen, ministre de la Justice et ministre de la Justice de la Centrafrique. Et il va plus loin en disant: nous voulons également que la Cour pénale spéciale puisse continuer à traquer également certains gros poissons. Comme je le dis toujours, il y en a d'autres qui demeurent, il y en a d'autres encore qui sont dans la ville. Il faudrait qu'on leur mette la main dessus. Mes félicitations à cette Cour par rapport à cette décision. Toutefois, les organisations de la société que je coordonne, la coalition des organisations de la société civile sur la Cour pénale spéciale, nous félicitons donc cette décision, a déclaré donc l'avocat Fernand Mat Djapou. Voilà donc l'information de ce jour qui nous a donc conduit en Afrique, en Centrafrique, où c'était donc la première fois, la toute première fois qu'on parle donc de cour pénale spéciale de ce côté-là, où le gouvernement centrafricain traquait donc de ce côté-là, traquait donc les membres des groupes armés, voilà qu'on a donc retrouvé et qu'on a donc donné donc une lourde sanction. Mesdames et messieurs, For You Media se chargera donc de revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information, ce qui est sûr. Et Mamoto, c'était donc, voilà, voilà, c'était donc l'information de ce jour. On se retrouve demain pour une autre information du jour, et Mamoto. Merci Koumabité, sans plus tarder, je me retourne vers vous, Kwechu, pour les unes du jour. Alors, ce sera avec ou sans transition? Ok, sans transition. Ok, sans transition, les unes du jour. Sans transition, on s'intéresse donc effectivement aux unes du jour. Donc, on démarre les hostilités du côté du Cameroun, notamment avec le journal La Capitale Publique. Cameroun Tribune, voilà, avec le concours de la réalisation. Cameroun Tribune qui titre à sa une ce matin, ce 1er novembre, conflit armé, ne tirez pas sur les femmes.
Voilà, de quoi il retourne exactement dans cet article qui est aujourd'hui donc en une de ce journal. Simplement préciser que les femmes et les enfants sont les personnes les plus vulnérables lors des guerres et autres attaques. Et quand on sait que le nord et le sud-ouest du pays connaissent depuis quelques années une situation assez instable sécuritairement, cela nécessite de leur apporter une protection particulière. Protection particulière, pourtant, en raison de leur capacité d'écoute et de mobilisation. Et les femmes peuvent également donc se muer en actrices pour la recherche de la paix. C'est donc un focus qui est fait aujourd'hui par Cameroun Tribune en page 6 et 7 sur cet état des choses qui revient notamment donc sur les différentes sorties des femmes, mères, sœurs et bien d'autres enfants du côté du nord-ouest sud-ouest pour apporter leur grain à cette démarche à ramener la paix dans ces différentes régions du Cameroun. Après Cameroun Tribune, on s'intéresse à l'actualité économique, notamment du côté du Togo, avec Togo First. CITA 2022, les acteurs du textile se forment au e-commerce. Des acteurs de la filière textile donc du côté du Togo qui se forment en e-commerce. C'est depuis hier notamment que ces sessions de formation ont commencé du côté de Lomé dans la capitale. La rencontre qui se tient donc en prélude et on l'avait déjà évoqué ici du Salon international du textile africain, c'est-à-dire le CITA, vise simplement donc à amener les participants à maîtriser les technologies innovantes du commerce en ligne. La formation réunit notamment différents acteurs du secteur, des tisserands aux couturiers en passant par les stylistes qui vont donc être outillés à utiliser leur smartphone pour faire la promotion et la vente de leurs produits sur le marché local et international. Un article à lire donc dans Togo First. On s'intéresse cette fois-ci à Jeune Afrique dans la suite de notre tour des grandes unes. Jeune Afrique politique, Mali, le Bambara en étendard, c'est une question. Il faut rappeler donc en plein débat sur l'avant-projet de la nouvelle constitution du côté du Mali. La revalorisation des langues nationales pourrait conduire donc à la reconnaissance du Bamanakan comme langue officielle. On en parle encore au conditionnel aujourd'hui. Mais il faut rappeler que le 24 octobre dernier, arrivé à Moscou en brandissant son passeport béninois, comprendre pas son passeport français, l'activiste Kémy Séba notamment déjà tirait à boulet rouge sur l'élite française, sur la France-Afrique et le franc CFA, ça on le lui reconnaît forcément, et a insisté donc sur la langue française. Donc certes la francophonie est de moins en moins hexagonale et il serait important finalement pour l'Afrique de repenser à rendre nationales les langues vernaculaires locales. Voilà, en tout cas, je vous invite vivement à lire cet article, à vous imprégner un peu de la question de la place des langues traditionnelles, maternelles africaines, aujourd'hui au rendez-vous du donner et du recevoir. Pour sortir de notre revue, de notre tour des grandes unes, on s'intéresse à l'actualité du côté de Guinée, en Guinée-Conakry. L'ONU célèbre ses 77 ans. Un article à lire dans guinénews.org. C'était donc lundi 31 octobre 2022, la journée internationale de l'Organisation des Nations Unies donc de l'ONU. Ces 77 ans a été célébré en différé dans un répétitif hôtelier du côté de Conakry, marquant donc les 77 ans de l'Organisation des Nations Unies. Et cette journée a été célébrée sous le thème « Faire la paix avec les communautés et la nature ». La cérémonie a connu la présence assez remarquée du Premier ministre, le docteur Bernard Goumon, et du coordonnateur résident du système des Nations Unies, le docteur Vincent Martins. En tout cas, vous avez la possibilité de vous en imprégner davantage et essayer de comprendre un peu de quoi il retournait lors de cet événement du côté de
Conakry. Et on en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent du côté de Conakry. C'est avec vous qu'on va mettre un terme à notre tour des unes de ce matin. Merci Kwetu, merci pour les unes de ce matin. Mais il n'y a pas eu d'actualité sur le site Aluida. Non, on va juste dire bonjour du côté de N'Djamena. Bonjour à toute la population de N'Djamena. Voilà. Est-ce qu'on a M. Noubissi Wafo en ligne? On a M. Noubissi Wafo. On n'a pas encore calé notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo. Avant, ce qu'on va prendre l'image du jour. Oui, l'image du jour. Oui, avant le flash d'information, on va prendre l'image du jour et c'est avec vous, une fois de plus, Kwetu. Une fois de plus, sans transition, on y va. Alors, on va cesser de rire parce que on va évoquer donc une actualité assez dramatique du côté de la République démocratique du Congo. Vous avez forcément eu vent de cette actualité si vous avez fait le tour des réseaux sociaux. L'actualité, elle remonte au week-end dernier, un événement culturel censé être festif, un moment de joie, un concert notamment, qui s'est terminé en bande de sang finalement. Alors, des morts, il y a eu au stade des Martyrs, du côté donc de Kinshasa. On est en République démocratique du Congo et c'était lors du concert de l'artiste congolais Fally Ipupa. Voilà. Donc, le concert se tenait samedi dernier, il faut le dire, et un événement qui était des plus attendus par les milliers de fans de Fally Ipupa de ce côté, mais qui finalement s'est très mal terminé. On évoque notamment environ 11 morts donc de ce côté. Vous avez en image le stade qui était archi plein, et il faut donc préciser d'ailleurs que c'est cet état des choses qui est fortement critiqué par les populations du côté de République démocratique du Congo, du fait qu'on ait déplacé le quota des personnes qui étaient notamment prévues pour ce stade. Un stade de 11 000 personnes. Voilà, et on en était donc à davantage de personnes dans le stade. Les enquêtes aujourd'hui donc se poursuivent quelques jours après la tenue donc de ce concert. Il faut rappeler, c'est un mouvement de foule, des bousculades qui ont conduit finalement à ce bilan de 11 morts quand même, et le stade des Martyrs qui finalement porte bien son nom puisque voilà donc des morts, j'ai presque envie de dire, gratuite comme ça, là, simplement sur le coup d'une bousculade. Fally Ipupa donc qui selon les dernières actualités, se porte à payer donc pour les obsèques de ces 11 personnes décédées lors de son concert. Et lui qui a présenté également ses condoléances aux familles éprouvées suite donc à cet accident au stade des Martyrs. Je vous le disais, les enquêtes se poursuivent quant à essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a été la cause clairement de cette... Est-ce qu'il n'y a pas eu un laxisme également au niveau de l'organisation? La sécurité était-elle assurée? Pourquoi? Il fallait qu'on se plus sur l'aspect sécuritaire. Oui, tout à fait. Parce qu'on pouvait bien s'attendre à cela, et donc il fallait maximiser sur la sécurité pour protéger toutes ces personnes qui ont fait le déplacement pour vivre ce concert en live. Donc voilà, beaucoup de courage aux familles, vous sortez aux de chez différentes vous, vous dites que non, éprouvées. on va à un concert, on va s'amuser, et puis vous rentrez de là dans ce genre de qui signait un retour au Congo, dans son pays natal. Les sorties se succèdent, et on va noter notamment celle de Daniel Assello, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, d'après qui le drame aurait pu être évité. Il explique notamment que les organisateurs n'ont pas respecté leur engagement, notamment en matière de capacité d'accueil, et
et là je le cite, ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Voilà, quand on parle d'un stade de 11 000 personnes, il y avait plus de 11 000 personnes dans ce stade-là. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas assez été vigilants. Voilà. Pas de vigilance et beaucoup de laxisme même au niveau de l'organisation. Effectivement. Quand ce genre de situation arrive, en fait, c'est pas l'artiste qui fait problème, c'est l'organisateur. C'est tout le groupe, en fait, c'est tout un groupe. Parce que, vous savez, quand vous partez à un concert ou bien quand vous partez à regarder un match de football, il y a ce qu'on appelle l'aspect sécuritaire. Alors, si cet aspect n'est pas pris en compte, à un moment donné, on aura des cataclysmes comme cela. Et du coup, oui, c'est vrai que ça fait mal. Parce que vous ne pouvez pas partir de chez vous pour aller vous amuser en famille, par exemple, parce qu'on est très sûr que parmi ces personnes décédées, il y a des parents, des familles, peut-être qu'il y a Et on constate même que Fally Ipupa, c'est quand même Fally Ipupa. Et quand il fait même le déplacement du Congo ou alors d'autres pays africains, la sécurité est renforcée. Même ici au Cameroun, on en a vu, la sécurité est renforcée à plus forte raison qu'il donne un concert dans son pays, dans son propre pays. Donc il fallait vraiment s'attarder là-dessus pour éviter ce drame. D'accord. C'est tout de toutes les façons, de toutes les façons, mais comme nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et on espère que ça va passer, ça sera un peu très douloureux. C'est très douloureux en fait, de toutes les façons. De toutes les façons, il faut prendre simplement, tirer des leçons de ce qui s'est passé et essayer d'éviter au mieux que cela ne se répète. En tout cas, c'était l'objet donc de notre image du jour, et j'ose croire que finalement d'autres organisateurs, d'autres événementiels pourront également tirer des leçons donc de ce qui s'est passé au stade des Martyrs du côté de République démocratique du Congo. 120 000 personnes quand même. Voilà. C'était un peu abusé. Merci Kwesho, merci d'avoir donné cette information à nos différents téléspectateurs et internautes ce 1er novembre 2022. Je crois qu'à présent on va repartir tout de suite avec le flash d'information en langue anglaise et en langue française présenté par Dieu Fotso et Ngala Ibokeya. C'est tout de suite le flash d'information. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet instant de l'information en langue française sur For You Télévision. Nous démarrons donc en République centrafricaine où la justice a donc eu la main lourde contre 3 rebelles. Il s'agit notamment de Issa Salet Adoum, de Ousmane Yaouba et de Tahir Mahamad. Ils ont été condamnés par la Cour pénale spéciale à des peines allant de 20 ans à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. Ils sont notamment accusés d'avoir participé à une attaque de groupe armé en mai 2019 pendant laquelle 46 civils du nord-ouest de la République centrafricaine ont été massacrés. L'un des condamnés, Mahamat Tahir, continue de clamer son innocence et a entamé une grève de la faim. Parlons à présent de législative au Bénin. La commission électorale clôturera le mercredi 2 novembre 2022 le dépôt des listes du 8 janvier 2023. Certains démocrates de l'opposition ont affirmé dimanche dernier devant la presse avoir des difficultés à obtenir le quitus fiscal exigé à tous les candidats titulaires comme suppléants. Selon les chiffres du président du parti Eric Oundete, il lui manquait 150 quitus fiscaux sur 218. Pour nous Achande, membres du bureau des démocrates, le gouvernement souhaite lui-même fabriquer son opposition. Rappelons que la loi électorale exige des candidats un quitus final délivré en ligne par la Direction générale des impôts. En Afrique du Sud, ils étaient des centaines à manifester devant le tribunal de première instance à Johannesburg pendant le procès du jeune homme de 21 ans. Ce dernier a donc été inculpé de meurtre à la suite de la découverte de 6 corps décomposés qui seraient ceux de travailleuses du sexe.
Nous clôturons en Ukraine où une attaque massive russe a eu lieu le lundi 30 octobre dernier contre des installations énergétiques dans plusieurs régions du pays, privant ainsi d'eau 80% des consommateurs de la capitale Kiev et laissant des centaines de localités sans électricité. Le Premier ministre ukrainien l'a donc indiqué sur les réseaux sociaux. Ces frappes interviennent 2 jours après une attaque de Moscou. C'est la fin, mesdames et messieurs, on remue l'actu se poursuit. Ladies and gentlemen, welcome to News Brief over For You Television. We kick off directly concerning the issue EU-Mozambique signed a 6 financing agreement. The European Union has signed 6 financing agreements with Mozambique. They are worth more than 148 million euros for development programs in the country. The documents were signed Monday in the opening day of the ACP-AU Joint Parliamentary Assembly, which brings together in Maputo members of the European Parliament and the ACP, which represents 79 countries in Africa, the Caribbean and the Pacific. Included in the agreements are measures to complement the European Union actions in peace building and security in Cabo Delgado, as emphasized by the Vice President of the European Commission responsible for democracy and demography, Boubacar Suika, although it is clear to the European Parliament that the challenges are far from over. Up next, we go to Kenya to talk about the present. The president demands end to extrajudicial killings by police. Kenyan President William Ruto said during a meeting Monday with the Independent Police Oversight Authority that extrajudicial killings by police in the country must end. 5 police officers who were members of a now disbanded Special Services Unit went on trial Monday for the murders of Zulkifar Hamad and Mohamed Zaid, 2 Indian nationals would advise Ruto election campaign and their taxi driver. 4 other officers had been tried last week in connection with the deaths. Ruto wants the LPR to develop a plan to help end extrajudicial killings in Kenya. Extrajudicial killings must come to an end, Ruto said. It is illegal, it is unconstitutional, it offends every principle of the right to life. In Chad, a French-Australian hostage kidnapped in eastern Chad has been released and it is good health, the Chadian Prime Minister announced in a tweet Sunday. The kidnapped Franco-Australian hostage has just been found and taken to safety in good health, said Prime Minister Saleb Kedzabo, congratulating the defense and security forces for this quick and successful action. The individual had been kidnapped on Friday in the afternoon of 28 October. Chadian authorities said Saturday, adding they had mobilized all security and human means to get hold of the kidnappers. Now we go out of Africa concerning the Ukraine war. Kyiv local queue for water after Russian strike. People in the Ukrainian capital Kyiv have to queue for water after Russian missiles struck key facilities across the country on Monday. An evening update from the city mayor Vitaly Klitschko said 40% of the consumers in Kyiv remain without water and 270,000 homes had no power. 13 people were injured in the attacks nationwide, Ukraine said. Russia said the strike were aimed at Ukraine's military control and energy system and that all targets were hit. They were partly in response to an attack on a Russian warship over the weekend, Russian President Vladimir Putin said on Monday. In its evening update, the Ukrainian military said it had shot down 45 out of 55 missiles that were launched. And that is all we have for you, televiewers of For You Television. J Photo, my name. Keep watching on Remue l'Actu.
you, Jefotso, Andangale et Bokea, pour ce flash d'informations en langue anglaise et en langue française. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Média Africain, For You Télévision, en simultané sur For You Radio 96.3 FM et sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Et vous pouvez également participer à l'émission. Vous laissez vos commentaires par rapport à la thématique de ce jour et à la fin de l'émission, Komabité aura le plaisir de lire vos messages. Est-ce qu'on a M. Nombisi Wafo en ligne? Oui. Bonjour M. Nombisi Wafo. Merci, bonjour. Et bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Média. Merci M. Nombisi Wafo. C'est un plaisir de vous avoir ce matin et excellent début de mois de novembre. Merci et bien meilleur à vous également là-bas. Voilà, le sujet du jour nous a conduit au Niger, notamment, que cache la nouvelle aide budgétaire de Paris à Niamey. Monsieur Nombisi Wafo, 15 millions d'euros, c'est le montant validé par le Trésor français en faveur de Niamey. Et quel est le regard que vous portez sur ce que Paris qualifie d'aide budgétaire? Moi, j'ai toujours un souci, quand pour des aides qui viennent de l'Occident, notamment de la France, voilà. on appelle, qu'on parle d'aide. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. D'abord parce que les Français n'aiment pas le Niger. Oui. Les Français n'aiment pas le Niger parce que vous savez que le franc CFA dispose d'un compte d'opération qui participe de ce que la France retient des devises, qui en réalité devrait revenir au Niger. C'est la première chose. La deuxième chose, vous devez savoir que l'essentiel, la quasi-totalité du minerai, je ne sais pas comment on va appeler, ce qui sert à je veux dire, l'uranium du Niger, sert à alimenter les centrales nucléaires électriques en France. Vous le savez. Donc, de toi, la France, aujourd'hui, subit de grosses difficultés, et je veux même dire des désillusions en Afrique. Je rappelle que en 1945, à Yalta, le monde avait été divisé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en zone d'influence. Et depuis que l'Occident piétine les plates-bandes de la Russie a, elle aussi, décidé de ne plus respecter ce qui a encore été considéré comme des zones d'influence d'un pays comme la France, justement pour mettre la France en difficulté. Et depuis lors, la France se bat comme elle peut pour essayer de se repositionner en Afrique. C'est ça le fait. Et vous savez que dans cette bataille-là, la France est en position de faiblesse. D'abord en position de faiblesse parce que la Russie a décidé de marcher sur ce qui hier était considéré comme sa chasse gardée. En plus, parce que le sentiment anti-français dû à tous les déboires que la France a fait subir aux pays africains est tel que aujourd'hui la France est très malvenue en Afrique. Je voudrais préciser que sur la question, précisément la question du Niger, que le Niger est en proie à des attaques djihadistes. En honneur des forces de ATMI qui sont liées à Al-Qaïda, et on note aussi les Boko Haram qui, pour une partie, se revendiquent de l'État islamique. Et donc, la France, dans ce que je vais appeler la grande imposture, essaie de faire croire qu'elle descend au Sahel pour sauver le pays du Sahel. Et vous savez très bien que dans ce jeu-là, la France n'a véritablement jamais été efficace sur le terrain des opérations militaires. On voit très bien, on sait très bien ce qui s'est passé au Mali, on sait ce qui se passe au Burkina Faso, on sait même ce qui s'est passé au Nord Cameroun. Maintenant, on est en train de voir ce qui se passe au Niger. Je voudrais rappeler que le sentiment anti-français est tel que, en novembre dernier, au moment où les forces Barkhane partaient, faisaient mouvement du Mali pour le Niger, parce qu'ils rappellent que les forces devaient se redéployer dans le Sahel au niveau du Niger, pendant que ces forces-là faisaient ce mouvement-là, ces forces-là avaient buté sur une opposition farouche des populations qui manifestaient clairement leur désaccord par rapport à la présence militaire française
dans le Sahel. On sait qu'à Terra, dans l'ouest du Niger, les manifestations avaient même débouché sur le décès de 3 personnes mortes à la suite des tirs provenant des forces armées. Je rappelle que l'État ou les autorités nigériennes avaient dit que la responsabilité incombait aussi bien aux forces françaises qu'aux forces armées, du Niger. Donc, je veux davantage préciser que même si l'Assemblée nationale du Niger avait voté pour l'acceptation de la présence militaire française au Niger, les populations ont continué à bouder et à manifester contre cette présence-là. Et chaque fois que les populations ont manifesté, les populations disent clairement abat la France et portent parfois l'effigie et l'effigie de Poutine et le drapeau de la Russie pour appeler en remplacement de la France une présence militaire russe. Donc je dis que acculé, chassé du Mali, acculé au Burkina par une population qui n'en veut pas et de nouvelles autorités qui hésitent, la France comprend très bien qu'elle est en train de perdre du terrain et qu'il va falloir faire quelque chose, ne serait-ce que pour séduire, si on peut encore parler de séduction, les dirigeants africains. Je rappelle que Mohamed Bazoum et son Assemblée nationale sont en total déphasage avec l'essentiel de la population qui ne veut pas de cette présence-là. Et quand on sait que de cette présence militaire française, et quand on sait que le Niger est quand même dans un giron qui bouillonne de coups d'État depuis un certain temps, quand on sait que le Niger lui-même a connu depuis l'indépendance 4 coups d'État, le président Bazoum lui-même est comme pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau de la pression française qui lui donne en échange une certaine sympathie, même une certaine protection de son pouvoir, et l'enclume de la population qui tient absolument à en découdre avec les forces françaises présentes sur son territoire. Je voudrais rappeler que la force militaire française n'est pas la seule présente au Niger. Il y a également les forces américaines, mais je veux dire, l'hostilité ici n'est développée que contre la présence militaire française. Allez donc savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Parce qu'il y a des soupçons qui accusent la France de violer la souveraineté des États du Sahel et de créer des poches d'insécurité dans cette zone-là en alimentant les forces djihadistes en armes, en munitions et même en renseignement. Vous savez que très récemment, et ça fait tache d'huile dans toute la sous-région, vous savez que le Mali accuse permanemment la France, disant même disposer des preuves de ce que cette France-là, c'est elle qui soutient les forces djihadistes qui déstabilisent le Sahel à travers un certain nombre d'opérations d'appui à ces différentes forces-là. Et ce Mali-là dit clairement qu'elle dispose des preuves à ces affirmations-là. Et ça, ce sont des choses qui sont de nature à développer un climat de méfiance et même d'hostilité, un climat de méfiance et d'hostilité qui aujourd'hui met à mal la France, qui se retrouve dans l'obligation de changer de paradigme dans ce nouveau rapport avec ceux qui hier encore étaient considérés comme des pays faisant partie de son giron. Quel rôle pourrait jouer la société civile, les sociétés civiles nigériennes dans les prochains jours? Y a-t-il des possibilités qu'on assiste à un soulèvement des organisations de la société civile dénonçant cet accord? Oui, bien entendu. Vous savez que sur la question, la société civile va nécessairement chercher à défendre les intérêts du peuple nigérien. Oui. Et on peut dire sans embâche que les intérêts du peuple nigérien
ne coïncide pas avec les intérêts des autorités françaises. On peut même aller plus loin en disant que les intérêts des autorités françaises sont en parfaite contradiction avec les intérêts du peuple nigérien. Et dans ces conditions-là, tout à fait logiquement, la société civile nigérienne va se ranger derrière la population pour soutenir cette population-là et appeler la France à revoir le type de relation qu'elle entretient avec le Niger, appeler ses autorités à davantage veiller à protéger ses intérêts, faute de quoi, évidemment, ces populations-là vont se révolter. Et vous savez, généralement, quand ces populations-là se révoltent, il y a toujours à la suite l'armée qui intervient dans un rôle d'arbitre pour siffler ce qu'elle considère parfois comme la récréation. C'est arrivé au Burkina, c'est arrivé en Guinée, c'est arrivé au Mali, et je ne serais pas surpris que cela arrive au Niger. D'avoir participé ce matin à cette émission comme tous les jours. Merci à vous en studio, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à demain. Merci, passez une excellente journée, M. Numbisi Wafo. Meilleur à vous là-bas. Merci. Voilà, vous m'invitez quelque chose à ajouter à ce que M. Numbisi Wafo a dit ou quelque chose t'a marqué dans tout ce qu'il a dit? Oui, vous voyez, il vient simplement confirmer ce que nous avons dit à l'entame de cette émission, que la France, qui a été rejetée par d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et même aussi de l'Afrique centrale, parce que vous savez, même en République centrafricaine, ce n'est plus trop le cas avec la France de ce côté, et la France est en train de perdre en réalité son hégémonie, et du coup ça fait problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser les idéologies, c'est-à-dire que ok, on a foiré ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut maintenant repartir à la conquête des autres pays, enfin des pays qu'on pense pouvoir contrôler. Donc c'est un jeu que la France est en train de faire aujourd'hui, mais je me dis simplement que c'est à un moment donné une mauvaise façon de gérer, ou alors du président, le président Bazoum qui est vraiment en déphasage, avec les aspirations de la société civile. Tout à fait. L'opposition qui est contre lui, ça ne donne pas. Et vous ne pouvez pas prendre l'aide d'un pays que le peuple refuse. Ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'à cet instant, vous ne servez plus le peuple, vous servez vos propres intérêts. Parce que là, on parle quand même de 14 ou 15 millions d'euros. Ce n'est pas rien. C'est quand même c'est une quantité énorme d'argent. Donc, ma foi, je pense que il faudrait à l'avenir repenser et revoir un peu des conventions que le Niger signe avec la France, et essayer de voir dans quelle mesure avoir s'il va même falloir qu'il y ait des traités diplomatiques, que cela soit plus ou moins équitable, parce que là, on sait très bien ce que la France est en train de vouloir faire. On est en train de voir qu'à un moment donné, la France a envie de s'accaparer intégralement du Niger, et piller même les ressources du Niger. On sait très bien que le Niger est plein de ressources, donc du coup, on sait. Il faut simplement dire à Macron aujourd'hui, ou alors au président français aujourd'hui, que il a un problème. Et le seul problème qu'il a, c'est que je suis très sûr qu'aux prochaines élections, ça ne sera pas très bon de son côté. S'il arrive jusque-là. Voilà, effectivement, s'il arrive jusqu'aux prochaines élections. Donc, 4 ans, c'est encore long. Voilà, 4 ans, c'est encore long. C'est avec cette phrase de Quetchouf que nous mettons en terme à cette édition du programme On remue l'actu de ce 1er novembre 2022. J'espère que vous avez passé un excellent moment à nos côtés. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même chaîne, différents sujets. Passez une excellente journée. Merci Quetchouf. À demain, Moto. Merci, Koumavité. À demain et bonne suite de programmes. Restez en compagnie de nos programmes.